Monsieur le député Jean-François Hennebaye, Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice honoraire, chère Hélène, Monsieur le président du conseil départemental, Christian Favier, cher Christian, Monsieur le maire honoraire, cher Daniel, Mesdames et Messieurs les maires qui vont nous rejoindre, je pense notamment à Jean-Claude Kennedy qui va arriver tout à l'heure, Monsieur le conseiller régional Guido Bataille qui va aussi nous rejoindre, Madame la conseillère départementale vice-présidente, membre de mon binôme, chère Nathalie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les bénévoles des associations et des clubs sportifs, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires, à la fois institutionnels et économiques, les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs, chères Choisiennes, chers Choisiens. Avant tout propos, je veux apporter une nouvelle fois et de manière publique tout mon soutien au député de notre circonscription, Monsieur Jean-François Hennebaye, qui a reçu ces derniers jours une lettre ignoble. J'ai d'ailleurs réfléchi longtemps avant de trouver le terme qui illustrait le mieux mon ressenti. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé tant la violence et la haine m'ont heurté sur la forme comme sur le fond. Et ce n'est pas ici devant vous révéler un secret que de dire que nous ne partageons pas les mêmes idées politiques avec Jean-François. Je suis pour que ces désaccords trouvent leur expression dans le débat d'idées et se tranchent dans l'expression démocratique. D'ailleurs, le torchon, je n'ai pas envie d'appeler ça une lettre, qu'il a reçu ne parle pas de politique, ne fait ni constat ni proposition. Ce torchon profite de la colère actuelle pour tenter de s'immiscer dans les rangs de la contestation. C'est un discours de tout temps qui prône la haine et veut faire régner la violence et la peur. Ici à Choisy-le-Roi, nous n'acceptons pas ces discours, nous n'acceptons pas ces menaces. Et je souhaite, en tant que maire et aussi en tant que citoyen, que toute la lumière soit faite et que le ou les criminels soient sévèrement punis, comme le prévoit la loi. Monsieur le député, cher Jean-François, notre différence, ce n'est pas notre couleur de peau. Et notre ressemblance, c'est d'agir au regard de nos convictions en tant que démocrate. Jean-François, tu as tout mon soutien, et cela sans aucune nuance. Souvenons-nous, il y a un an, à un jour près, un violent incendie ravageait les sous-sols d'une résidence du centre-ville. Un pompier de notre centre de secours y trouva la mort, le sergent-chef Jonathan Lassus-David. Une plaque sera dévoilée demain sur la dalle en sa mémoire. Les logements ont été évacués et depuis, les habitants n'ont pu y retourner ou très rapidement. Vous le savez, la situation est complexe et les différents assureurs s'affrontent dans un débat d'experts pour savoir qui doit payer. Pendant ce temps, les habitants sont dans l'attente. Une attente absurde, une attente injuste. La municipalité a accueilli les sinistrés qui en avaient besoin et a fait des propositions de logement provisoires avec le concours de Val-Office et du conseil départemental. Les Choisiennes et les Choisiens, les services municipaux se sont mobilisés en étant présents sur le lieu d'hébergement d'urgence et donnant du temps, mais aussi de la chaleur humaine et de la solidarité. Des vêtements, des meubles, de l'électroménager ont ainsi été donnés pour permettre à ces familles de s'installer dans des logements provisoires
de la meilleure façon possible. Afin de soutenir les sinistrés et leurs associations, j'ai convoqué une conférence de presse il n'y a pas très longtemps, le 28 novembre dernier, afin de clarifier les responsabilités de chacun dans cet imbroglio. J'ai proposé d'ailleurs d'organiser une table ronde avec le conseil syndical, les assureurs et le préfet, afin qu'une solution rapide soit envisagée. Pour l'instant, je n'ai de réponse de personne. Je ne lâcherai pas. Nous ne lâcherons rien avec l'association des sinistrés. Il est urgent que ces familles puissent retrouver le plein usage de leur logement. Il est humainement inenvisageable que la situation ne trouve pas une solution dans les plus brefs délais. En cette période de fête de fin d'année et en ce début de nouvelles, nous sommes de fait dans un temps de bilan et de l'affirmation de perspectives. Et quand on regarde la situation internationale, nous pouvons nous apercevoir qu'elle est très tendue. De nombreux peuples de la planète sont en grand danger, souffrent de la misère, des guerres, de la discrimination, du changement climatique et de l'exode. Ce changement climatique aggrave la situation des populations et de l'environnement. La paix que nous défendons et promouvons à chaque occasion est ce dont nous avons tous besoin pour nous développer, apprendre, partager, produire de quoi vivre et nous épanouir pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et vous l'avez remarqué, derrière nous, le visuel de nos vœux, avec ces deux mains qui se serrent, c'est un symbole de paix, signe de solidarité et de fraternité. Ce visuel est une fresque réalisée sur notre ville, dans le quartier de Haute-Borne, réalisée par des jeunes venant de nos villes jumelles et des villes avec qui nous menons des projets de solidarité. Les villes de Lugo, d'Enixdorf, de Tirnova pour nos villes jumelles. Les villes de Sarajevo en Bosnie et de Keratsini en Grèce pour les projets que nous avons de solidarité avec eux. Et une dizaine de jeunes ont ainsi participé à la réflexion, mais aussi à la réalisation de cette fresque, encadrée par des artistes locaux confirmés. Et quel beau message artistique de paix et de solidarité dans cette réalisation collective. Merci à eux, à ces jeunes, et merci à ces deux artistes qui les ont accompagnés, Medra et Edge. J'entends souvent quelques érudits parler de la planète d'un côté et des humains de l'autre. Certes, il faut sauver la planète par des gestes citoyens, mais il faut avant tout améliorer aussi la situation de l'humanité. Toute perspective écologique doit se conjuguer avec la justice sociale. Et quand 1% de la population détient 50% des richesses de la planète, et que ces mêmes 1% pensent qu'ils devraient en détenir encore plus, là oui. Oui, je crois qu'il y a là un problème majeur à résoudre. Comment fait-on société ensemble? Est-il possible de vivre sur une planète à partir d'autres repères basés sur des valeurs d'intérêt commun? Je ne vais pas, vous vous doutez bien, répondre ici à ces questions, car elles ne sont pas simples et que je suis persuadé qu'elles nécessitent un engagement populaire, large et massif. Mais je vais toutefois vous donner un avis. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme, qu'il est d'ailleurs temps d'appeler définitivement des droits humains. Celle de 1948, dans son premier article, cette déclaration affirme « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, en dignité ». Ça, vous le connaissez. Mais il rajoute « Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Cela implique des droits et des devoirs. Les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont affirmées, mais aussi celles de raison et de conscience du peuple pour exercer son pouvoir. La démocratie dans le but de faire ensemble société. Je vous laisse le soin de passer certains systèmes économiques et quelques déclarations de dirigeants politiques à travers ce filtre de ces principes pourtant déclarés comme universels. C'est édifiant. Ces valeurs
rapidement exprimées, mais très souvent reprises, doivent nous inspirer dans notre réflexion sur la société que nous souhaitons. Je ne vais pas vous faire une révélation en vous disant que le pouvoir en place maintenant et depuis de longues années ne semble pas avoir connaissance de ces valeurs. Jacques Chirac parlait de fracture sociale, mais ne souhaitait pas la réduire. Les quinquennats qui suivront vont l'aggraver. Ils accéléreront les causes de cette fracture en s'attaquant méticuleusement aux droits sociaux, au modèle social qui est le nôtre. Aujourd'hui, M. Emmanuel Macron veut nous faire croire qu'il faut attendre et que les résultats vont arriver. Et d'ailleurs, certains attendent encore l'inflexion de la croissance du chômage. Cette politique au service des intérêts de la finance et de la spéculation boursière contre l'économie réelle est un désastre pour notre économie et aussi pour la bonne santé de notre planète et de ses habitants. Je le crois fortement, d'autres choix sont possibles. Des choix responsables, citoyens, des choix qui permettent à chacun d'avoir un travail et d'en vivre dignement. Des choix de développement des territoires en difficulté sur notre planète et non de pillage des matières premières aux seules fins d'enrichir les actionnaires. Des choix aussi de justice sociale qui orientent les politiques économiques, sociales et environnementales dans une dynamique d'intérêt général et non au profit de certains qui possèdent déjà beaucoup. Nous l'avons vu et pour certains nous y avons participé, la contestation est grande en France, mais pas que depuis ce dernier mois. Elle s'est exprimée à maintes reprises, dénonçant les attaques contre les acquis sociaux et les services publics, avec notamment les infirmières, les cheminots, les postiers, les pompiers et ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes, et peut-être maintenant les stylos rouges, les enseignants, sans oublier aussi les lycéens et les étudiants. Et le mépris exprimé par le gouvernement en direction des revendications et des corps intermédiaires n'a fait que faire grandir l'exaspération. La hausse de la fiscalité du carburant, c'est ce qui a fait, comme on le dit, déborder le vase. Mais on le voit bien, dans les revendications, l'exaspération concerne les conditions de vie, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie, pour ne reprendre que les plus cités. De fait, le gouvernement a reculé sur certaines choses. Cela prouve qu'en se mobilisant, il est possible d'imposer des revendications. Mais nous ne nous y trompons pas. Il n'a pas renoncé à un certain nombre de ses choix. S'il fallait encore une fois le montrer, je choisirais dans l'actualité immédiate la vaste chasse aux chômeurs qui, sous prétexte de trouver des fraudeurs, va les contraindre à prendre n'importe quel travail, pour n'importe quel salaire, et peut-être pour n'importe quel lieu. De fait, le président de la République gesticule un petit peu avec les patrons du CAC 40, mais il ne touche pas au SMIC, ni aux avantages donnés aux plus riches. ISF, flat tax, CICE et autres tours de passe-passe. Ces mêmes grandes fortunes françaises qui tentent par tous les moyens d'échapper à l'impôt, c'est-à-dire à ne pas s'acquitter de leur part de dépenses pour faire société. Ils appellent cela de l'évasion fiscale ou pudiquement de l'optimisation fiscale. Pour moi, cela s'apparente à de l'incivilité, une façon de s'exonérer de ses devoirs de citoyen. Et chaque année, l'évaluation de l'évasion fiscale est nettement supérieure à la dette. Cette même dette avec laquelle la droite et la République en marche, faut-il faire vraiment la distinction, je ne sais pas, mais nous rabattent les oreilles pour nous expliquer que nous sommes irresponsables, que nous hypothéquons l'avenir de nos enfants. Cette dette, ce n'est pas la nôtre, c'est celle des plus riches. Et que compte-t-il faire pour la rembourser? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ici, à Choisy-le-Roi, eh bien, nous avons fait d'autres choix. Celui du développement durable, celui de la participation citoyenne, celui de la solidarité et de l'accompagnement social, celui de l'accès pour tous à l'éducation, à la culture, aux activités sportives, celui de l'émancipation et de l'épanouissement,
celui de la citoyenneté et de la responsabilité. De fait, ce n'est pas le pays des bisounours ici. Mais cette démarche est le fruit d'une politique d'une dizaine d'années, d'une gestion de gauche dirigée par des maires communistes. Et je m'inscris dans cette lignée avec détermination, goût aussi de l'innovation et sens des responsabilités sociales. C'est tout le sens de mon engagement citoyen, mais aussi de mon engagement politique. Et avec la majorité municipale, nous avons été élus pour mettre en place un projet de ville. Ce programme, à ce jour, est réalisé. Et nous avons pu constater dans notre séminaire que nous l'avons quasiment réalisé à 80%. De fait, il est difficile de quantifier notre action en pourcentage, mais c'est une bonne représentation de l'excellence de notre mandat. Certaines actions ont été abandonnées, car peut-être n'étant pas pertinentes aujourd'hui. D'autres différées parce qu'elles demandent plus de travail ou de concertation, voire même les deux, plus de travail et de concertation. Et quelques actions sont nées aussi de la richesse, de la réflexion collective, et ont vu le jour ou sont actuellement en projet, mais n'avaient pas été écrites. Et au milieu de notre démarche, eh bien, la loi NOTRe nous a ôté la compétence de quelques-unes, comme notamment le développement économique. À ce propos, j'ai eu il y a quelques mois une rencontre sur le sujet avec le président du territoire Grand Trolly-Sainte-Bièvre et je me réjouis de la tenue des assises du développement économique du territoire, cher vice-président. Je veux ici en profiter aussi pour féliciter devant vous l'équipe, notre équipe de la majorité municipale, pour son implication dans la réalisation du programme pour lequel nous avons été élus. Mais bien évidemment, si les élus donnent des orientations avec force et conviction, c'est parce que derrière, la direction générale, les responsables de services, les services municipaux sont à nos côtés. Et je veux les remercier pour leur professionnalisme et leur sens du service public. Le mandat n'est pas tout à fait fini et de nombreuses choses sont encore en cours ou en projet. Je veux aussi rappeler le sort que nous réserve l'État qui n'agit que rarement sur notre commune, avec souvent des moyens limités. En revanche, la baisse des dotations que nous avons subies et maintenant la contractualisation qui nous limite dans nos actions, en contraignant notre budget de fonctionnement, eh bien, sont de véritables handicaps pour la réalisation des projets sur notre commune, mais aussi sur les communes voisines. Une volonté très claire de recentraliser un grand nombre de moyens et d'éloigner les centres de décision des habitants. Une volonté aussi de plus en plus claire est de limiter les pouvoirs des maires, en n'hésitant pas à s'ingérer dans la libre administration des collectivités territoriales, comme c'est le cas avec la contractualisation. Alors, de fait, j'ai parlé de la majorité, mais l'opposition municipale m'a souvent accusé d'exagérer, peut-être, voire même des fois de me lamenter. Mais cette situation n'est pas seulement la nôtre, c'est celle de la plupart, je dirais même de toutes les communes de France. Et comme vous avez pu peut-être le lire cet été, quand on voit que 50% des maires en cours de mandat souhaitent démissionner, et même davantage encore ne pas se représenter, je ne pense pas que ce soit par goût de la plainte. À travers les collectivités locales et leurs élus, c'est aussi le service public que l'on attaque. Le service public est un garant majeur de l'égalité. Il permet l'accès de tous, sans distinction de culture, de moyens ou d'origine. Et de ce point de vue, notre travail collectif avec le conseil départemental du Val-de-Marne, cher Christian, montre toute la pertinence et l'utilité de l'action conjuguée des services publics. Et je considère que les élus locaux, élus de proximité, sont importants. Nous avons l'ancrage nécessaire pour écouter, partager et initier les actions avec raison et pertinence. Faire société, développer le vivre ensemble, ça se construit sur le terrain et cela de manière quotidienne. Et les attaques incessantes contre le service public n'a d'autre but que de livrer des pans entiers de son activité au privé. En 2019, notre commune va continuer à poursuivre ses actions pour une ville durable. Je ne prendrai
que quelques exemples significatifs. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que le projet du tramway avance dans la ville. Nous le voyons, nous le subissons. Et les travaux vont durer jusqu'en 2020. Mais ces travaux nous proposera une desserte entre Orly et le 13e arrondissement de Paris. Un transport plus adapté, plus moderne et plus respectueux de l'environnement. De même, l'arrivée du CZN5 reliant la Bibliothèque nationale au quartier du Lugo viendra compléter, et cela dès 2022, une œuvre de transport qui deviendra quasiment unique dans une même ville en Île-de-France. Je veux rajouter aussi que le centre de remisage, le lieu de stockage du TZN5 sera à Choisy, et donc de fait avec une capacité d'emploi importante que ce que cela peut représenter. Les circulations et les mobilités intra- et extramuros sont à l'étude déjà depuis quelque temps, et dès le début du mandat, plusieurs pistes cyclables ont été formalisées, dont l'Eurovéloroute qui relie Troden en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. L'arrivée du Vélib est effective, vous l'avez vu, près de la tannerie, et 2 autres stations seront en fonction dès le début de cette année. Pour moi, l'espace public doit être partagé. Nous sommes fortement attachés à cette idée. C'est le sens de la concertation qui est menée depuis de longs mois dans le quartier des Gondoles. Cette concertation veut se donner les moyens d'entendre les avis et les propositions en matière de stationnement, de circulation douce et d'aménagement de la voirie pour construire un espace public apaisé, partagé, où toutes les formes de circulation ont leur place et où chacune est respectueuse des autres. La passerelle qui élargit le pont devra être inaugurée dès le mois de mai avec mon ami Christian Favier. Elle permettra de réserver une voie aux piétons et une au vélo de façon à ce que chacun puisse circuler sans mettre l'autre en danger. Dans le domaine de l'éducation, le processus du 4e collège est lancé, là aussi avec le département. Une mise en accessibilité, un agrandissement de l'école Irène et Frédéric Joliot-Curie débutera dès février. Le ravalement aussi des écoles Langevin et Mandela seront faits cet été, et la reconstruction du centre de loisirs sera sur les sites aussi du centre des Gondoles, et celui de la Prairie commenceront dès cette année. Le secteur culturel aussi participera encore davantage à l'accès pour tous à la culture, en collaboration avec les écoles et les collèges. Ainsi, de nouveaux projets avec le théâtre et la tannerie sont prévus dans ce cadre. Pour l'histoire, la mémoire et le patrimoine de Choisy-le-Roi, 2019 sera une année un peu spéciale. Parce que j'ai souhaité, et nous avons souhaité la mettre sous le signe de Rouget de Lille. En effet, nous avons décidé d'acheter la maison où il a vécu, afin qu'elle intègre le patrimoine municipal. Et si, demain, nous en faisions un lieu dédié à l'histoire des Choisiennes et des Choisiens, cela serait une sacrée bonne idée. De même, nous voulons aussi, autour de Rouget de Lille, créer un bel événement pour le retour de sa statue. La jeunesse aussi fait partie de nos priorités du mandat. Après l'installation du service dans la rue Waldeck-Rousseau et avec l'ensemble des pôles de ce service, la carte jeune fait son apparition, permettant l'accès à des activités, des informations et des réductions sur un certain nombre de produits ciblés. Et dès ce mois-ci, un nouveau site internet participatif sera inauguré pour favoriser l'emploi des jeunes. Son nom, il est simple, emploi-choisy-le-roi.fr. La restauration municipale aussi évolue. Et depuis le 2 janvier, les enfants, les agents communaux, les personnes âgées qui bénéficient du portage à domicile ont pu tester les repas préparés par le CIRESCO. L'arrivée et le travail avec ce syndicat intercommunal s'accompagnent d'un travail avec les différents acteurs pour améliorer globalement la pause méridienne. Nous savons aussi notre ville riche par ses activités sportives. Et 2019 verra notamment l'inauguration d'un nouveau gymnase dans le quartier des Hautes-Bornes et l'installation d'un terrain synthétique aussi au stade Jean-Bouin.
Le renouvellement urbain est aussi une de nos préoccupations et permettre de vivre dans des quartiers avec plus de mixité sociale, dans un environnement agréable, desservi par des transports et ouvert. C'est un atout essentiel que je veux pour cette ville. Ce sont les principes qui nous guident dans la conduite de ces processus avec les habitants du quartier et accompagnés par des experts. Et le travail dans le quartier des navigateurs en est un exemple, j'y reviendrai. La finalisation aussi d'un grand projet qui a démarré sous Louis Luc, poursuivi par Daniel Davis. C'est la finalisation de la ZAC du quartier du Port. Un projet novateur autour de la santé et du bien-être a été présenté en réunion publique il y a quelques semaines. La vente des terrains est signée et les permis de construire vont bientôt être déposés. Permettez-moi de remercier ici la SADEV et nos partenaires pour cet accord que je considère majeur. L'éclairage public aussi, j'ai envie de dire, se porte un peu mieux. On y voit un peu plus clair. Au début du mandat, nous étions victimes de nombreuses pannes dues à la vétusté des installations et aussi aux travaux de dévoiement. Nous avons déployé des moyens significatifs à la fois techniques et financiers pour remédier à ces carences. Je l'avoue, si tout encore n'est pas tout à fait parfait, je crois que nous pouvons ensemble constater une nette amélioration. De plus, nous avons tenu à prendre en compte les nécessités environnementales et le passage en basse station permet un éclairage sécurisant, fiable et économe. Le volet 2 de l'agenda 21 est lancé, Nadia. Des actions sont en réflexion concernant le développement et la lutte contre la précarité énergétique, la rénovation des immeubles en éco-énergie. La nature en ville aussi est une de nos préoccupations. Nous allons continuer à développer nos actions en ce sens, notamment avec notre permis de végétaliser. Nous travaillons avec le conseil départemental à l'implantation d'un lieu de baignade ou d'activité nautique dans une Seine propre, qui semble un objectif que nous partageons dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Nous soutenons les initiatives de développement durable aussi, à travers notamment notre soutien au projet de l'économie sociale et solidaire. Le parc Maurice Thorez va être aussi transformé cette année, dès la fin du mois d'ailleurs, pour être agréable et répondre aux besoins des riverains, mais aussi des utilisateurs sportifs. Nous devons, et c'est un souci, une préoccupation quasiment quotidienne, poursuivre nos efforts déjà conséquents pour une ville propre et lutter contre les incivilités. La fibre aussi se déploie progressivement dans toute la ville et permettra à toutes les Choisiennes et les Choisiens de bénéficier d'une connexion et d'un accès rapide. Nous sommes une ville aussi de tradition de solidarité, y compris internationale, et dont de nombreux projets sont menés avec nos villes jumelées, mais aussi en Grèce, en Tunisie, en Bosnie. Nous allons poursuivre. Et un projet se mène depuis des années au Mali, avec une construction d'une halle de marché à Tringamarena. Ce projet vient de trouver un nouveau souffle grâce à l'obtention d'une subvention conséquente de l'Agence française de développement. La première pierre sera posée au mois d'avril, je crois, là-bas à Tringamarena. L'année 2019 verra aussi un travail spécifique et conséquent autour de notre jumelage avec notre ville de Dong Da, au Vietnam. Voici les principaux projets pour 2019. Mais je ne peux pas finir sans m'arrêter quelques instants sur les aspects démocratiques dans notre ville. Et nous n'avons pas attendu l'exaspération portée notamment par les Gilets jaunes. Dès le mandat précédent, nous installions les conseils de quartier. Et durant ce mandat, nous avons voulu aller plus loin dans l'idée de la participation citoyenne. Chaque projet dans la ville doit faire l'objet soit d'une information, soit d'une consultation, voire même d'une concertation. C'est le concept que l'on a mis en place dans le cadre du dispositif Un projet dans mon quartier. Et nous multiplions ainsi les moments de rencontre pour permettre l'expression du plus grand nombre. L'expression
c'est la vie, c'est le débat, c'est ce que peuvent dire les uns et les autres. Il faut écouter, prendre en compte, ou dire non aussi, et dire non pourquoi. Mais décider des projets et des contenus ensemble, c'est être beaucoup plus efficace. C'est ce que je souhaite dans le cadre de ce mandat, afin que les électeurs qui nous ont donné sur la base leur vote dans le cadre de notre projet de ville puissent avoir un retour efficace. Nous avons aussi pris une disposition qui permet, quand l'expression d'un mécontentement se formalise suffisamment massivement dans la ville, qu'il puisse se faire entendre au conseil municipal et que les élus puissent en débattre. Et nous avons, dans le cadre du renouvellement urbain, dans le quartier des Navigateurs, mis en place des ateliers d'explication de projets et de recueil des avis, et aussi des ateliers de propositions. Eh bien, ces ateliers ont permis de présenter 3 propositions d'axes de travail qui ont fait l'objet d'une votation citoyenne. Et si vous ne le savez pas encore, je suis heureux de vous dire que cette concertation ambitieuse a été primée. Elle a été primée par le ministère de l'Écologie et de la Transition énergétique et la revue La Gazette des communes. Parce qu'à partir du projet choisi, les habitants, dans la démarche de cette concertation, eh bien, ont choisi leur projet, en ont pris un des 3. Et notre concertation continue pour envisager les éléments constitutifs de ce que sera ce nouveau quartier. La participation est là, elle doit encore progresser. Et pour cela, il nous faut encore plus de moments de rencontre, plus de moments d'écoute, plus de confiance aussi dans ce processus d'appropriation et de responsabilisation. Alors de fait, certains ont pu penser que cela pouvait être le lieu d'opposition politique. Je pense qu'ils se sont trompés. En tout cas, ils se trompent de lieu. La participation citoyenne doit être au contraire quelque chose qui doit dépasser les clivages et permettre l'avènement de l'intelligence collective et non pas la confiscation par celui qui parle le plus fort. Et je sens que cette idée progresse dans les réflexions et dans les pratiques de chacun, et personnellement j'en suis assez fier. Alors je ne fais aucune confusion évidemment entre la participation citoyenne et la démocratie représentative. Pour moi, la première doit rendre la seconde encore plus efficace, encore plus pertinente. Je ne joue pas ici à donner la parole, ni ne fais de la démagogie. Nous avons besoin de faire vivre notre projet, de faire vivre notre ville durable d'aujourd'hui, tout en construisant celle de demain. Et pour moi, cela est un projet collectif. Enfin, et en m'excusant d'avoir été trop long, pour finir, nous sommes début janvier, cela n'a échappé à personne. Et nous sommes aussi à 15 mois des prochaines élections municipales. L'année 2019 risque d'être une année animée. L'année 2019 sera celle du positionnement des uns et des autres. Et je veux ce soir vous faire une annonce. Et vous dire ce soir que les candidats ne sont pas encore déclarés. Mais je souhaite que dans les mois à venir, nous puissions vivre un débat d'idées, une confrontation de projets et de propositions. Et pour revenir sur mes propos liminaires, une confrontation de projets et de propositions qui doit se dérouler dans le respect de chacun, avec éthique et responsabilité républicaine et citoyenne. Je nous souhaite donc à tous une belle année riche de projets, de réussites, de rencontres, d'enrichissement personnel et collectif. Je nous souhaite une année qui remette au centre du débat les questions de la justice sociale, de la solidarité et de la fraternité. Bonne année à tous et meilleurs vœux. Alors, vous le savez, depuis le début de ce mandat,
quand j'ai la parole, je la garde encore un petit peu. Et donc, nous avons pris l'habitude ensemble, au moment de ces vœux, d'honorer des choisiens, des choisiennes et des choisiens. Et donc, je vais demander aux deux récipiendaires de ce soir de venir me rejoindre. Catherine et Patrice. Alors, de fait, je vais commencer par Patrice le Russe. Parce que c'est pas lui le récipiendaire. C'est Donovan Grondin. Alors, je vais d'abord vous parler de Donovan et puis après, je vais vous dire pourquoi Patrice est à mes côtés. Donovan est arrivé dans notre club cycliste il y a 3 ans. Il avait 15 ans, en provenance de Saint-Leu à La Réunion. Ayant entendu parler du club et de sa réputation de formation vers le haut niveau, il décida de contacter son président. Mais il ne le contacta pas par téléphone, mais par Facebook. Et donc il contacta de fait Patrice le Russe, le président du club. Et donc les qualités de Donovan, ses qualités physiques et morphologiques, il n'est pas là, mais s'il était là, vous auriez vu, j'aurais eu l'air un peu ridicule. Son abnégation et son application dans le travail lui ont permis de gravir des échelons très rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi quand tout à l'heure je vais citer ses résultats. Il est remarqué dans le club par de fait son physique, mais aussi par son humilité, par sa bonne humeur. Et il est toujours disponible pour les autres. Je parlais de son palmarès. Il est éloquent. Vainqueur de la Coupe de France Junior et champion de France Junior sur route. Vice-champion du monde de poursuite par équipe. Champion du monde junior à l'Omnium et élu vélo d'or et cycliste de l'année 2018 par la revue spécialisée Vélo Magazine. Alors il ne peut pas être là parmi nous ce soir, mais j'ai souhaité quand même lui remettre la médaille de la ville et Patrice lui remettra en mon nom. Pourquoi il ne peut pas être là? Bien parce que, comme tout champion du monde, comme tout sportif de haut niveau, mais il est en stage. Il est en stage avec l'équipe de France pour préparer les prochains championnats du monde. Les prochains Jeux Olympiques, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Donovan, il est déjà fortement surveillé de près par des équipes professionnelles. Et il me semble même qu'il soit même plus surveillé que ça, parce qu'il était fortement approché par Jean-René Bernaudot. Voilà, de Direct Énergie. Donc on ne sait pas si ça va réussir ou pas, mais il risque de quitter le club. En tout cas, je suis heureux. Alors, je ne sais pas où sont les médailles. Elles vont arriver. Ah, elles sont là. Donc, en mon nom, au nom de la municipalité, je suis heureux, Patrice, de te remettre cette médaille que tu remettras à Donovan au nom de la municipalité pour les résultats qu'il a eus. Et le fait que tu sois là, ça me permet de dire aussi que le club va avoir un nouveau lieu, un nouveau siège qui va se situer pas très loin de la passerelle, à côté de l'EPA-Orsa. Et dans le travail que l'on a réalisé ensemble, Patrice, non seulement ça sera le siège du club, mais ça sera un lieu de formation et un lieu aussi où les uns et les autres pourront faire venir réparer leur vélo, parce qu'il y a une activité que tu as souhaitée avec l'ensemble des membres du club qui permettront aux choisiens aussi d'aller au contact des sportifs et de faire réparer leur vélo. Voilà, tu feras toutes mes félicitations à Donovan de ma part. Merci à toi, Patrice. Catherine Perrin. Alors,
Catherine est arrivée très très tardivement à Choisy-le-Roi, puisqu'elle avait 2 ans. Et tu as demeuré avec tes parents, enfin je crois, 3 allées du Mont d'Urville dans le quartier des Navigateurs. Tu as été la première femme à travailler à Rungis comme manutentionnaire. Et j'ai côtoyé quelqu'un, c'est pas écrit sur mes notes, je le livre comme ça. J'ai côtoyé dans ma vie professionnelle quelqu'un qui aimait à dire « Je peux rien pour toi, mais toi par contre, tu peux m'aider à aider les autres. » Voilà, ce personnage, c'était l'abbé Pierre. Et donc, si je te dis ça, c'est parce que toi, tu es dans cette logique-là. Le bénévolat a toujours une place importante dans ta vie. Tu as été pendant plus de 5 ans bénévole au Resto du Cœur, bénévole aussi à la Croix-Rouge. Et je pense que c'est certainement ces expériences et ta volonté de s'engager pour aider les plus faibles, les plus démunis, qui t'ont amené à créer ton association Les Petites Mains Tendues. Tu aides aujourd'hui environ 300 personnes. Tu les aides, tu les accompagnes dans un esprit de discrétion et de dignité. Tu vas au domicile de ces bénéficiaires où tu les reçois aussi dans les locaux du pôle interassociatif à Marco Polo. Et si tu les reçois, c'est pour permettre de rompre un isolement et de créer aussi des moments de rencontre, d'échange, de solidarité et de fraternité. Cette activité, elle n'a pas lieu H24. Mais elle a lieu 6 jours sur 7, tout au long de l'année. Donc merci à toi pour tout ce que tu fais. Mais tu as des caractéristiques un peu particulières. Tu es hyperactive, tu as un sale caractère, tu as aussi un défaut principal, c'est que tu es complètement impatiente quand il s'agit de trouver une solution aux gens qui sont dans le besoin. Tu as aussi des phobies. C'est les papiers, c'est les démarches administratives et c'est aussi la prise de parole en public. Donc je ne te demanderai pas d'intervenir ce soir. Mais je précise quand même que ces phobies ne t'empêchent pas de déclarer tes impôts. Tu as des qualités aussi, c'est l'humilité, l'empathie et l'envie de construire avec les autres. Et c'est pour tout ça que j'ai souhaité te décerner la médaille de la vie. Merci. Merci. Voilà, elle est gravée à ton nom. Et puis un petit bouquet de fleurs aussi. Et un bouquet. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps, donc je vous invite les uns et les autres à vous retourner vers le buffet et partager le maire de l'amitié et de la fraternité. Merci à tous.